Bonjour Olivier. Bonjour Aileen. Alors je te remercie de m'accueillir chez toi, dans un cadre champêtre. On se trouve dans le massif du Budget, Oui. dans un lieu très beau qui est chargé de plein de belles énergies positives. Alors on ne te présente plus, mais on va quand même tout de même faire une présentation Ouais. sommaire pour tous ceux qui font ta connaissance pour la première fois. Donc tu es médecin, psychiatre, psychothérapeute. Tu t'intéresses depuis plusieurs années aux EMC, qui sont les états modifiés de conscience, qui englobent l'hypnose, le MDR, les voyages chamaniques, et plus récemment la technique de l'IADC. C'est comme ça qu'on... Oui, communication induite avec les défunts grâce à l'EMDR. Oui. Voilà, tout à fait. Donc tu t'intéresses également au NDE, donc expérience de mort imminente. Également au traitement du deuil et des traumatismes et tout cela entre autres. Oui. Voilà. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est que ta caractéristique principale et c'est vraiment ce qui te différencie de la psychothérapie classique, c'est que tu as réussi en fait à faire le pont entre les thérapies connues, la physique quantique et le chamanisme. Et ça, c'est formidable. Donc, alors j'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon dans les multiples domaines dans lesquels tu travailles. Et puis, on va commencer par nature, conscience et chamanisme. Donc, en amont, je te disais que c'était un endroit qui était chargé d'énergie positive. Enfin, moi, je le ressens comme ça, dans cet endroit. Alors toi, est-ce que tu ressens des vibrations particulières dans cet endroit? Est-ce que vous vous êtes choisi? Est-ce que c'est lui qui t'a choisi? Toi qui l'as choisi? Est-ce que tu es sensible aux vibrations des lieux? Oui, quand j'ai découvert cet endroit par hasard sur Internet, tout de suite à moi et ma femme, ça nous a beaucoup plu. Et on s'est rendu sur les lieux. Et il n'y a pas eu une hésitation, on voulait acheter cette maison. Et il y a une synchronicité assez drôle d'ailleurs. Le jour où on nous a fait visiter l'endroit, j'étais justement en train de faire un état modifié de conscience assez important. Et le téléphone est tombé pendant cet état modifié de conscience pour nous appeler. Et heureusement, on y est allé le jour même parce qu'après il y avait d'autres clients qui auraient pris la maison. Donc, Ah oui, il n'y a pas de hasard. oui, voilà. Non, c'est vrai que Ouais. c'est un endroit qui a certainement un sens assez profond Voilà. et qui m'a cherché ou qui m'a trouvé. Oui. D'accord. Et est-ce que dans tes pérégrinations, dans cet endroit, tu as découvert justement des endroits plus propices que d'autres, des endroits qui aident à nous connecter à la nature, au monde des esprits? Bien sûr, il y a des sentiers qui sont chargés de très beaux sites. Ouais, Par exemple des gouffres, des grottes, des cascades. ouais, voilà. Il y a déjà des endroits où j'ai fait des quêtes de vision personnelles, c'est-à-dire la quête de vision, ça consiste à s'isoler seul dans la nature, juste une tente, dans un site particulier, et puis pendant 2, 3, 4 jours, ça dépend, tu jeûnes, tu lis rien, tu n'as pas de téléphone. Pendant combien de jours? Ça dépend des quêtes de vision, mais ça peut être entre 2 et 4 jours. Quoi. Ah, quand même, hein. Oui. Faut pouvoir tenir. Tu te fais un petit feu la nuit, tu bois de l'eau, tu as comme le droit de boire de l'eau, mais tu n'emmènes pas de livre, rien pour te distraire, tu es obligé d'être connecté à ce qui est là, c'est-à-dire la nature. Seul. Ouais. Seul. Ça, c'est un peu dans le chamanisme. C'est une pratique chamanique, notamment pour recevoir des messages des esprits ou de l'esprit. Voilà, faire le vide de l'ego, de ses occupations habituelles, de ses courses à la réussite, à la perfection, je ne sais pas trop quoi, et se laisser vider l'esprit et remplir des éléments de la nature et des intelligences autour de la nature. C'est quelque chose que tu as fait en plusieurs fois, ou oui, c'est quelque chose qu'il faut... Oui, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois. Oui, on le fait plusieurs fois dans la vie parce que ça peut répondre à des questions importantes pour lesquelles tu n'as pas de solution ou pas d'intuition vraiment. Donc la simple réflexion intellectuelle ne suffit pas, tu tournes en rond, donc là tu lâches tout, tu fais une quête de vision et souvent tu as une réponse qui vient. Ça remet les choses en ordre.
Oui, à voilà, leur place. oui, ça les connecte à un autre ordre, oui. Ouais, Ouais. d'accord. Et est-ce que les chamans, chamanes, je sais pas, Chaman, ouais. chamanes, oui, choisissent justement des lieux spécifiques pour pouvoir exercer leur art? Est-ce qu'ils choisissent des lieux ce qu'on appelle telluriques ou cosmotelluriques? Oui, alors c'est pas forcément dans le même sens que nous en Occident, enfin en tout cas on définit comme chargé de force tellurique. Eux, c'est plutôt, il y a des esprits de partout, Hmm. dans les pierres, dans les fleurs, dans les arbres, dans les cours d'eau, dans le ciel, dans la terre, enfin il y a des esprits de partout. Donc il y a des endroits qui sont plus chargés de certains esprits et d'autres endroits d'autres esprits, plus spécifiques pour tel ou tel soin, pour telle ou telle pratique chamanique. Donc ils se familiarisent et il semble que tiens, cet endroit ou cet arbre-là est plus fait pour traiter les problèmes du bas du corps, tiens, cette Oui, plante-là est plus fait oui. pour les poumons. Ici, ils le savent, enfin, ils le savent parce que c'est Oui. de conscience à conscience. On appelle ça des flirts quantiques, c'est-à-dire c'est pas la personne qui remarque la plante, c'est la plante qui remarque la personne et qui l'appelle pour qu'elle la remarque à son tour. Ah oui, c'est formidable. C'est vraiment une sorte de dialogue entre consciences. Oui, oui, d'accord. Donc, D'accord. mais il n'y a Oui, il n'y a pas, pas c'est de pas au sens rituel autour d'un lieu bien spécifique. Bah après, les gens font des rituels dans les lieux pour dialoguer Oui. avec les esprits, puis pour un rituel, c'est avant tout une manière d'accentuer la communication avec l'esprit ou la conscience. Mais disons, il n'y a pas des lieux qui sont mieux que d'autres. Il y a des lieux qui sont spécifiques pour telle chose, et d'autres spécifiques pour telles autres. Tous les lieux sont chargés de quelque chose. D'accord, ok. Ouais, un peu comme les aborigènes d'Australie, où ils font des petites peintures un peu comme ça. C'est dommage, on ne voit pas, mais où chaque. Enfin, c'est un tableau, là je suis en train d'indiquer un tableau, mais on n'est pas obligé. Où il y a un serpent, et puis il y a des ronds, etc. C'est-à-dire que ça représente l'esprit du serpent qui a créé la terre, et les ronds, ça peut être des collines, où il peut y avoir des cours d'eau. C'est-à-dire que pour eux, le paysage est dessiné par un esprit. C'est le rêve d'un grand esprit. Donc, pour dire que dans tous les chamanismes, toute la terre est sacrée. Toute la terre est sacrée, voilà. Toute la terre a un sens et au service de l'esprit, et est capable d'interagir avec l'homme, et vice-versa. Ok, d'accord, ça se différencie par exemple du monde celtique. Voilà, ou des sourciers, ou qui vont chercher quelque chose en particulier. Oui. Ok. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner bon alors c'est vague comme question, mais une définition du chamanisme, Le chamanisme, c'est simplement savoir se mettre en état modifié de conscience pour pouvoir entrer en communication avec ce qu'on appelle les esprits, c'est-à-dire des consciences non visibles. Et de manière, alors dans le chamanisme classique, c'est de manière à pouvoir recevoir de l'information, de l'énergie, des capacités pour soigner, ou pour les chamans c'était des choses plus pratiques aussi, trouver où est le troupeau, où est le point d'eau, faire de la divination sur ce qui va se passer dans le futur. Mais dans le chamanisme actuel, moderne, occidental, c'est plutôt pour soigner, quoi. C'est du néo-chamanisme ou du chamanisme moderne. Oui, voilà. Plus pour aider les gens. Donc les esprits appelés sont ce qu'on appelle les esprits alliés, c'est des esprits bienfaisants, compassionnés. C'est pas de la sorcellerie, on n'appelle pas des esprits mauvais, etc. Donc c'est des gens qui sont capables de se mettre dans un état modifié de conscience, qui leur permettent d'interagir avec d'autres mondes, peuplés d'esprits. Et ils savent le faire facilement, c'est-à-dire aller de ce monde-là à l'autre monde et en retourner facilement. C'est pas des schizophrènes, ils ne vont pas dans un monde puis ils n'y restent pas coincés. Ils savent très bien aller de l'un à l'autre tranquillement et faire la différence entre la réalité ordinaire et la réalité non ordinaire. Voilà. Et ils voient l'invisible et ils savent converser avec l'invisible et ils ont la technologie pour se mettre dans un état d'esprit permettant de voir l'invisible. Voilà, c'est un peu le chamanisme. D'accord, ok. Bon. Et donc en fait, c'est vrai que le chamanisme, c'est un petit peu modeux, on va dire. C'est-à-dire que c'est à la fois archaïque, ancien, etc. Et puis en même temps c'est à la mode. C'est à la mode, voilà. C'est un organisme vivant, le chamanisme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se renouvelle et qui évolue. Donc il est là de tout temps, donc il va prendre des habits différents donc dans le courant de la mode actuelle, mais il n'est jamais vraiment mort. C'est pas comme s'il était mort, qu'on l'ait déterré, remis à la vie sous forme artificielle. Il a toujours été là, il sera toujours là. Parce que c'est une vérité universelle, qu'il y a des esprits d'autres mondes. Et donc voilà, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, et donc du coup, ça existera toujours. On est d'accord.
Mais c'est vrai qu'il y a plutôt, moi j'irais pas une mode, j'irais un engouement, parce que Oui, les gens justement ont besoin de réenchanter le monde, ont besoin de retrouver des racines profondes avec ce qui les porte, l'esprit de la terre, avec la notion que la vie a un but, un sens, avec la notion qu'on n'est pas seul, isolé, juste au profit de l'ego, chacun s'en tire comme il peut, et je suis là pour profiter, peu importe ce qui arrive derrière. Il y a toutes ces catastrophes écologiques qui font qu'on se dit, waouh, on est en train de massacrer quelque chose qui pourtant est vivant, a une conscience. Il y a toute la science qui réenchante le monde aussi. La science actuelle en biologie, par exemple, elle voit que, je vois de plus en plus d'articles, on découvre, semble que les animaux sont intelligents et qu'ils ont une conscience, ils que ont les une plantes conscience. sont Oui, intelligentes, oui, ont une on est conscience, ils d'accord. communiquent entre Ça eux. va Enfin, très vite, oui. il y a Oui, beaucoup de choses oui, comme ça. oui. Donc on est en train de Ouais. redécouvrir ce que la science du 19e siècle ou 20e siècle, Oui, matérialiste, oui, avait cassé, quoi, une sorte de notion que le monde est une sorte de mécanique morte, inerte, et que seul l'homme aura une conscience, oui. ce qui est complètement faux, maintenant on le sait. On est d'accord, oui. Oui, oui. Bah, c'est toute la période, enfin, le début de l'industrialisation. Oui, qui on va- cite souvent Newton ou Descartes, etc. Voilà, Mais enfin, qui va en un même petit temps, peu. Louis Descartes, il avait fait ses grandes découvertes au cours de 3 rêves, c'est-à-dire Ouais, les états modifiés de conscience. voilà. Et puis Newton, il croyait en Dieu et qu'il était très mystique, mais ça on oublie de le dire. Voilà, on oublie de le dire parce que ça arrange, on Ouais. est d'accord. Ouais. Alors en fait, bon, donc là, j'avais une question, donc quand je te disais un peu mot 2, serait-ce une façon tout simplement dans nos sociétés occidentales dénaturées de nous reconnecter à la nature. Oui, c'est dénaturé dans les deux sens du Oui, terme. oui, voilà. Oui. C'est coupé de la nature Couper de la nature. et complètement artificiel et en une sorte d'inflation constante, de galop constant, sur un monde qui est avoué à s'effondrer parce qu'en surexploitant les richesses, en niant les effets négatifs qu'on a sur le monde, le système va à sa perte. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux, hein, au niveau humain, de plus en plus de délinquance, de gens qui dépriment, enfin, d'enfants qui ne sont pas socialisés, enfin, qui deviennent des délinquants, enfin bref. Au niveau écologique, Ouais. au niveau économique, on nous le dit, mais de plus en plus, les banques, ça va s'effondrer, le système tient sur des choses artificielles, etc. Hein. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment dénaturé dans le sens dégénéré. Dégénéré, oui, oui, on est bien d'accord. Donc la question qui suivait, c'était pourquoi réintégrer le chamanisme en Occident, mais voilà, tu as répondu à la question, quoi. Pour renouer avec la vie. Renouer, voilà. Avec l'intelligence du monde. Ouais, tout à fait. Avec le sens de notre vie, qu'est-ce qu'on est censé apporter à ce monde? On en est tous des enfants, on est tous en même temps un des rayons de ce soleil, de cette source de départ, donc on est là pour quelque chose en particulier, retrouver un peu le sens de notre présence aussi. Comment on peut participer à ce grand tout. Voilà. Ok. Je vais... Donc, dans ton livre, ouvrage, psychothérapie et chamanisme, donc là on fait un petit peu un saut. Oui. Donc bon, ça cet ouvrage, c'est une sorte de manuel technique adressé à tous. Tu donnes beaucoup d'outils pour l'aide à la guérison, et c'est vrai qu'il est également adressé à des psychothérapeutes. Hein. Voilà. C'est assez technique. Voilà, il y a à la fois une partie théorique qui essaie d'expliquer comment la physique quantique, les recherches sur l'énergie, sur la conscience, etc., accréditent le fait que le modèle chamanique est un modèle tout à fait plausible et qui explique d'ailleurs ce qui se passe avec les esprits et tout. Et il y a aussi une partie pratique où je fais un croisement entre les techniques modernes de soins, hypnose, EMDR, cohérence cardiaque, focusing, etc., enfin bref, et les techniques chamaniques pour créer en quelque sorte entre guillemets, des nouvelles techniques, mais en fait, c'est infini. Hein. La créativité dans ce domaine n'a pas de limite, puisqu'on peut laisser les techniques interagir entre elles, les anciennes et nouvelles, elles vont elles-mêmes créer de nouvelles formes, de nouvelles méthodes. Bien sûr, c'est créatif, tout à fait. Alors, j'ai répertorié des idées et réflexions et concepts dont j'aimerais qu'on parle. Alors, par exemple, tu dis, alors je cite, le corps humain agit comme un récepteur et comme un émetteur de champs électromagnétiques. Nous serions tous interconnectés les uns aux autres par ces champs électromagnétiques, invisibles, qui sont finalement des ondes lumineuses. Alors,
j'avais envie de te dire, si on considère donc que nos cellules communiquent avec les cellules d'autres personnes en vue de les influencer à guérir, si on sait que les guérisseurs soignent indépendamment du temps et de l'espace, comme tu le précises dans ton livre, et tu spécifies que l'on peut soigner à distance et même modifier le passé et le futur, ça fait beaucoup de choses. Ma question aurions-nous la possibilité, à la manière d'Avatar, de créer un groupe de personnes récepteurs-émetteurs en vue d'aider à guérir une autre personne? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait possible pour toi? Est-ce que tu as déjà pratiqué ce genre d'expérience? Pourrait-on imaginer de réaliser ce genre d'expérience d'une façon scientifique? Ça a déjà été fait. Oui. Dans le livre, je parle des différentes expériences, parce que quand on dit on peut soigner ou influencer la santé de personnes, indépendamment du temps ou de l'espace. Ça s'appelle les capacités non locales de la conscience. On peut agir sur le passé, sur le futur, sur ici ou sur ailleurs. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a des tas de travaux alors là, qui ont été répertoriés, qui font l'objet de livres. Donc ça, c'est sûr. Le fait que des gens puissent modifier la physiologie d'autres personnes, soit par la prière, soit par des concentrations sur certains facteurs précis, etc. Ça a été démontré. Ça a été démontré, oui. Ah oui, en laboratoire. Voilà, ils ont éliminé tous les biais possibles. Ils ont même montré que si on mettait les gens dans des cages de Faraday et qu'on les éloignait beaucoup, ça marchait aussi. C'est-à-dire que ça va au-delà du rayonnement électromagnétique qui normalement serait bloqué par les cages de Faraday. Donc ils ont fait ça avec des gens normaux, c'est-à-dire ou avec des guérisseurs. Ils ont fait ça soit sur des plantes, soit sur des animaux, soit sur des humains. Ils ont montré vraiment que la conscience et l'intention jouent ensemble, et certaines méthodologies précises de concentration de la conscience et de l'intention pouvaient modifier à distance des systèmes humains ou même des systèmes non humains. Et notamment, c'est là qu'on voit que le principe de rétrocausalité existe, c'est-à-dire qu'on peut modifier le passé. Et ils ont fait ça avec des machines, c'est le Princeton Engineering Anomalies Research Project. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été une expérience qui a été répliquée dans le monde entier, parce qu'il y a plusieurs laboratoires dans le monde entier qui répliquent ça. Et ils ont un ordinateur qui génère des chiffres, des nombres aléatoires, et ils demandent à des témoins de placer à côté de l'ordinateur ou très loin de l'ordinateur, d'influencer le tirage dans le sens soit de 0, soit de 1. Tout à fait. Et ils remarquent qu'effectivement, les gens sont capables d'influencer, c'est-à-dire qu'il y a statistiquement plus de 0 si on leur demandait de faire plus de 0, plus de 1. Alors ils ont montré que c'était indépendant de la distance. Ça marche aussi bien si tu es tout près de l'ordinateur que si tu es à 10 000 km. Qu'on peut le faire pour les tirages futurs. On se concentre à plusieurs, et plus on est nombreux, et plus les liens affectifs entre les gens sont importants, plus ça marche. Plus ça marche. Et même si les gens transfèrent de l'affect sur l'ordinateur, ça marche encore mieux. Ça marche aussi. Donc c'est la psychokinèse, l'homme qui fait la conscience qui influence la matière. Tout à fait. Donc on peut faire pour un tirage futur. Si on vous dit dans 2 jours, il y aura un tirage de cet endroit, maintenant influencer la science, dans 2 jours, effectivement, après, les gens se concentrent, c'est là. Et on peut le faire dans le passé. Tant que personne n'a fixé les résultats, en prenant conscience des résultats, parce qu'on sait que la conscience, c'est ce qu'on dit, effondrement du paquet d'ondes, c'est-à-dire tout ce qui était virtuel devient réel. Donc tout ce qui était des probabilités, des possibilités, s'effondre en une seule occurrence possible, quand il y a une conscience humaine qui observe. Donc comment ils font? Ils demandent aux gens ils font un tirage, par exemple, personne ne sait le résultat. 2 jours après, ils demandent à des gens de modifier ou d'influer le tirage il y a 2 jours, dans le sens des 0 et des 1, et ça marche. Sauf si l'observateur a vu le tirage. Et là, ça a fixé, donc personne ne peut plus rien y faire. Complètement. Donc ça s'appelle un principe de rétrocausalité, donc on peut influencer. Et il y a même eu des études célèbres où il y a des gens qui priaient pour des malades. Les malades ne savaient pas qu'on priait pour eux. Certains malades n'en priaient pas pour eux. Et ils ont remarqué que les gens pour qui on priait mais qui ne le savaient pas, même les médecins des gens ne le savaient pas qu'on priait pour leurs malades. C'est indépendant. Aller mieux que les autres. Donc ça veut dire qu'on influence par la conscience le futur. Mais on a même pu montrer la rétrocausalité, parce qu'ils ont refait une autre étude dans laquelle des gens priaient pour des patients et pas pour d'autres.
Et après, on a étudié la santé des gens. Ils allaient mieux, ceux qui en avaient prié, pour qui en avaient prié. Mais le problème, c'est qu'ils avaient prié pour des gens qui avaient été soignés il y a 10 ans. Et c'est comme si, en priant pour des gens qui avaient été soignés il y a 10 ans, il y avait un effet, ce qui fait que ça modifiait le passé, donc le futur, et qu'après on retrouvait que les gens étaient plus en bonne santé que les autres, alors que... Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que la rétrocausalité, on l'a sait au niveau subatomique, parce que quand on modifie des générateurs nombres aléatoires, mais pour des macro-phénomènes comme la santé d'humain, ça marche aussi. Donc c'est des choses incroyables, quoi. Donc dans la... Donc c'est pas moi qui le dis, tu dis, je te dis, mais... Oui, non mais tout à fait. Dans le livre, je montre les recherches, mais il y en a bien d'autres. Il y a un livre de Dean Radin qui vient de sortir justement sur les pouvoirs, les super pouvoirs de la conscience. Et il a fait plusieurs livres là-dessus, Radin. C'est traduit en français. Alors, traduit en français, oui, ça s'appelle super confiance ou super pouvoir aussi. Oui, d'accord. En fait, il montre que les siddhas du yoga, c'est-à-dire les siddhas et les siddhis plutôt, les capacités extraordinaires de la conscience, sont validées par la science. Oui, tout à fait. C'est-à-dire la télépathie, la psychokinèse, la clairvoyance, enfin, tout ça c'est validé par la science. Oui, et il n'y a pas que lui, Larry Dossé parle d'une médecine du 3e millénaire dans laquelle il peut y avoir une intervention à distance, un télédiagnostic ou une téléintervention, mais par la conscience. Par la conscience. Enfin, il y en a plein d'autres, maintenant je me souviens plus des noms, c'est dommage. Oui, non, Charles Tart a montré aussi ça, enfin il y a plein de... souvent Tart, oui. Gary Schwartz. Schwartz aussi, oui, on va en parler. D'accord. Donc, alors, cette fois-ci, dans Expérience extraordinaire autour de la mort, c'est donc un livre que tu as écrit avec William Belvy, qui est médium en fait. Non, pas du tout. Non. William Belvy, c'était mon intervieweur. Oui. Et il y a quelqu'un qui a participé, mais qui n'est pas dans le titre, mais qui est dans les remerciements, qui faisait quelques remarques. Ah, pardon. C'est voilà. Exact. Jean-Pierre Hermans, qui est médium. Voilà. Oui, et lui, il a lu le livre avant qu'il soit publié, et il a rajouté des petites remarques. Voilà, d'ailleurs, qui sont très intéressantes. Très pertinentes. Voilà. Oui, vraiment, oui. D'accord, oui. Donc dans cet ouvrage, alors pareil, j'ai pris des idées, des réflexions qui m'intéressaient. Donc je cite, donc tu dis que des scientifiques de haut niveau, physiciens ou neuroscientifiques, accréditent, donc ça revient à ce que tu disais, ou cardiologue, ou pédopsychiatre, ou réanimateur, anesthésiste. Dans plein de domaines, effectivement. Donc accrédite aujourd'hui l'hypothèse suivante, la conscience est indépendante du cerveau et dirige même ce cerveau. Oui, voilà. On peut dire que le cerveau est comme une sorte de poste de télévision qui reçoit les ondes, les programmes, c'est-à-dire la conscience, l'âme. Voilà. Donc l'âme se sert du cerveau comme une sorte de transducteur pour pouvoir interagir avec la réalité ordinaire. Mais le cerveau a besoin de la conscience pour vivre, la conscience n'a pas besoin du cerveau. Voilà, c'est ce que j'avais noté. C'est-à-dire qu'en fait le cerveau ne crée pas la conscience. C'était une hypothèse matérialiste qui n'a jamais été démontrée. Et toutes les données de ce qu'on appelle les expériences périmortales, c'est-à-dire ce qui se passe juste avant la mort, pendant la mort et après la mort, montrent, en tout cas 99,99% de chances que ce soit le cas, que la conscience survit à la mort du cerveau, elle est indépendante de lui, et au contraire elle fonctionne mieux quand elle n'est pas prisonnière des entraves matérielles et sensorielles du cerveau. Les gens qui font des expériences de mort imminente, ils sortent de leur corps, ils voient à 360 degrés, ils voient ce qui se passe dans la salle à côté, ils entendent par télépathie ce que leur dit ce que dit le chirurgien en train de machin. Justement, est-ce que tu peux nous parler du cas de Pamela Reynolds, parce qu'il est fabuleux. Oui, alors justement, Pamela Reynolds, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, c'est bien, parce que ça montre que quand le cerveau ne fonctionne plus, c'est là que la conscience est la plus active. Donc si, logiquement, le cerveau crée la conscience, quand il ne fonctionne plus, il ne devrait plus avoir de conscience. En tout cas, elle devrait pas être encore plus forte. Parce que les gens, quand ils font ces expériences de mort imminente, ils ont des choses extraordinaires qui leur arrivent avec une conscience lucide, claire, pénétrante, dont ils se souviennent toute leur vie et qui influencent leur vie en bien. C'est une sorte de psychothérapie accélérée pour tout le reste de leur vie. Donc si, quand le cerveau ne fonctionne plus, la conscience est si forte, alors comment on pourrait dire, là, c'est le cerveau qui crée la conscience? Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Et Pamela Reynolds, c'est un cas typique, c'est qu'elle elle avait été mise sous perfusion extracorporelle, réfrigérée, parce qu'il fallait
intervenir sur une artère du cerveau qui était, Oui, voilà, ça aurait c'est été ça, mortel oui. si on l'avait Oui, fait avec le voilà. sang dans le cerveau, Dans le enfin cerveau, ça. oui. Donc plus rien ne fonctionnait, un transféral bien sûr plat, potentiel évoqué, Etc., provoqué qui était plat, Voilà. respiration plate, température qui est au-delà de la mort, enfin je veux dire. Ouais, ouais. Donc c'était vraiment, et elle a fait cette expérience, pareil, de conscience Ouais, extraordinaire. merveilleuse, ouais. Et là, on ne pourrait pas dire que c'est le cerveau qui déraillait, parce qu'un cerveau qui déraille, il produirait une activité électrique ou des neuromédiateurs. Là, il n'y a plus rien qui circule, il n'y a plus de neuromédiateurs qui circulent, il n'y a plus d'électrique. Donc, c'est une des preuves, mais il y en a de Une nombreuses. vraie preuve, oui. D'ailleurs, le docteur Jean-Jacques Charbonnier a écrit un livre qui s'appelle Jean-Jacques 7 bonnes Charbonnier. raisons de croire à l'au-delà. Voilà, oui. Et dans son livre, une de ces 7 bonnes raisons, c'est Spécialiste. notamment le cas Le cas de Pamela Reynolds. oui. Et après, les matérialistes ont voulu dire, ouais, mais il y a des biais, c'est parce que ceci, parce que cela. Et dans le livre, il démonte justement les détracteurs habituels, sceptiques, qui disent toujours les mêmes choses, les mêmes âneries d'ailleurs. Ouais, les vieilles Ils idées, disent on c'est l'a lié à vu, l'hypoxie, c'est lié à médicaments et tout. Et pourtant, ça a été montré que non, que ça n'a rien à voir. Mais ils continuent à dire ça parce qu'ils ne connaissent pas le phénomène et ils ne le comprennent pas. Et ils ne veulent pas le comprendre parce que ça violerait leurs lois, qui sont des croyances, une idéologie, quoi. C'est aussi une religion scientifique, du scientisme. Et ben donc, ils ne se donnent pas la peine de vérifier que ce n'est pas le cas. Donc, bon, enfin, c'était une question un peu subsidiaire parce que donc ça, je reviens sur ce que tu disais. Tu disais donc des études scientifiques accréditent l'hypothèse selon laquelle la conscience est indépendante du cerveau et survit donc à un. Mais donc, question subsidiaire, pourquoi en sommes-nous encore à dire qu'il s'agit d'hypothèses justement? Parce que de toute façon, on peut jamais prouver. Mais on peut jamais prouver quelque chose à 100%. Ouais. Parce que quelqu'un qui est sceptique, aucune preuve n'est suffisante. Aucune preuve n'est suffisante. Quelqu'un qui est croyant, aucune preuve n'est nécessaire. Donc, les sceptiques, ils vont dire, je ne croirai jamais ce que vous dites, surtout si vous en avez la preuve. C'est surtout si vous en avez la preuve. C'est-à-dire que ça leur ferait vraiment trop mal, quoi. Que leur conception du monde soit ébranlée. Et les gens, ils ne supportent pas. Ils ne veulent pas s'adapter. On a déjà toutes les preuves. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui aurait du bon sens, il se dirait, bon ben voilà, quoi. Si on ne veut pas tirer les choses par les cheveux en faisant des hypothèses abracadabrantesques, comme dirait Chirac, voilà, la plus simple, c'est ça. D'ailleurs, en science, il y a un principe qui s'appelle le principe de parcimonie, ou le rasoir d'Occam. C'est un principe selon lequel, scientifiquement, on doit choisir l'hypothèse la plus simple qui explique l'ensemble des phénomènes. Or, quand on regarde ce qui se passe dans l'expérience de mort imminente, dans ce qu'on appelle les deathbed visions, les visions des agonisants, ou les contacts avec les défunts, tests en laboratoire, l'hypothèse la plus simple qui explique l'ensemble des données, c'est que la conscience est indépendante du cerveau. Toutes les autres hypothèses n'expliquent soit pas toutes les données, soit sont beaucoup plus complexes et tirées par les cheveux. Pourquoi? Parce que si tu veux, quand quelqu'un ne veut ne pas croire, tu ne peux pas le faire changer d'avis. Moi, dans mon livre, je prends l'histoire du type qui a peur d'être cocu. Donc il fait suivre sa femme par un détective. Oui, tu mets de l'humour. Voilà, et puis alors il fait suivre. Alors, le détective lui dit bah, votre femme elle vient d'aller dans un bar. Ah non, là c'est un homme. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un taxi, alors suivez-les. Ah, ils sont dans un hôtel. Oh, ben, allez, suivez-les. Ah, ben ça y est, je me suis mis dans un immeuble en face. Je le vois. Ah, je vois, ils ouvrent la lumière de leur chambre. Ah, ils se mettent nus, l'un contre l'autre. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben là, ils ont fermé les rideaux. Alors le mec il fait un cruel incertitude. Et évidemment, on peut se dire il y a peut-être une chance sur 1 milliard. Qu'un homme et une femme s'enlacent, aillent dans un hôtel, se mettent nus, puis qui en fait ils jouent aux cartes. Pourquoi pas? C'était juste pour le contact humain et chaleureux. Mais franchement, la plus grande probabilité, c'est quand même qu'il s'est passé quelque chose. On est d'accord. On en est au même point maintenant. On en est au même point. Donc. Et tu penses que c'est par ignorance, enfin ignorance, alors non, pas les par sceptiques, peur, les sceptiques ils ont peur qu'il y ait quelque chose après la mort. C'est d'ailleurs incroyable parce que c'est pourtant une bonne nouvelle. Que toute cette vie sur Terre n'est pas un truc hasardeux, absurde, qui se terminera comme ça serait commencé une sorte de trou noir, que rien n'a de sens, voilà, et tout ce qu'il faut faire c'est profiter tout le bien, toute l'intelligence, toute la connaissance ne sert à rien finalement. Je trouve que c'est pas spécialement, les gens que tu aimes, tu ne reverras plus jamais une fois mort. C'est fini. Je ne vois pas pourquoi il faudra absolument tenir à cette vision catastrophique du monde, surtout que la science actuelle, moderne, va plutôt l'autre sens. Donc, je pense je pense que la plupart des gens comme ça, sceptiques, ils sont un peu aigris, ils ont la haine du monde, ils n'ont pas envie que ce monde continue.
Tu sais, quand tu as une colère, ils n'aiment pas la vie, ils ont peut-être une enfance difficile avec des parents qui n'ont pas été sympas, donc ils en veulent, ils ont de la colère rentrée. Donc tu sais, un enfant, quand il n'est pas content, il a envie de tout casser, ses jouets, le monde dans lequel il est. Donc il a sûrement pas envie de dire, mais non, ce monde est beau, il est plein d'amour, et tu as ta place. J'ai pas la place, il faut se méfier des gens, ils sont... et donc je veux pas, j'y crois pas, cet univers où il y aurait l'amour et la conscience, comme, tu vois. Donc, et puis peut-être qu'ils n'ont pas envie de retrouver aussi leur père et leur mère morts dans l'au-delà. S'ils ne peuvent pas les piffer dans cette vie, je veux dire, si tu leur dis non, ça va continuer. Oui, c'est des gens qui sont globalement pas dans l'amour. Et puis il y a aussi des professionnels qui ne veulent pas perdre leur statut. Quand un professeur d'université a fait toutes ses études, toutes ses recherches sur un modèle matérialiste, si tu lui dis non, c'est pas voilà votre truc, c'est pas. Il va pas dire ah bon, j'ai fait tout faux pendant toute ma carrière. Bon, vous le petit jeune, vous allez m'apprendre, je vais redescendre au lieu d'être le pont, je vais être juste le petit étudiant. Non, ils veulent garder leur statut et leur domination. C'est-à-dire c'est vraiment une question de domination de modèle sur un autre. Du pouvoir. C'est un peu l'apartheid. Oui, tout à fait. On est d'accord. Le modèle matérialiste, c'est les blancs, et les noirs, c'est les modèles non matérialistes. Donc, pour l'instant, il n'y a pas Mandela, donc pour l'instant, les noirs sont opprimés et les blancs les tyrannisent. Mais tout peut changer. Oui. Donc, j'allais dire, peux-tu nous donner une définition de la conscience? Mais bon, bref, on en parle depuis tout à l'heure. Donc c'est compliqué de donner une définition de la conscience, parce que la conscience, c'est pas un contenu. Oui. C'est une présence, c'est-à-dire c'est la présence d'une continuité. C'est-à-dire que ta conscience, tu es familière avec, et c'est elle qui va te suivre, ou que tu vas suivre dans tous tes états, de l'enfance à l'âge adulte et après la mort. C'est-à-dire que quand on se regarde, on ne se reconnaît pas. Moi, si je vois ce que j'étais il y a 20 ans ou il y a 30 ans, j'aurais pu deviner que j'allais devenir ce que je suis devenu, et puis j'ai l'impression que c'est un étranger presque. Donc c'est quelque part, un peu comme les cellules du corps, on sait que tous les 3 ans, toutes les cellules ont été renouvelées du corps. On sait que l'ego, il change beaucoup au cours de la vie. Mais il y a un truc qui reste stable, uniforme, et qui est indépendant du contenu, et qui est immortel, et qui est inaltérable. C'est ta conscience qui est toujours présente. Et la présence de la conscience soigne. Que ce soit en méditation, dans le yoga, ou bien quand tu as juste conscience de certains champs, ils s'activent. On dit en physique quantique que la conscience de l'observateur modifie ce qui se passe. Donc la conscience, c'est vraiment ces capacités d'autoréflexion de l'univers, de se regarder, de se contempler, de se sentir. Comme une présence, c'est indépendamment du contenu. Ça peut être, tu sens rien, tu penses rien, mais tu es conscient d'être là. Oui, tout à fait. Et tu sais que c'est toi, pas par le contenu ou pas parce que c'est toi avec tes caractéristiques physiques et tout, c'est parce que tu la sens, cette présence. Oui. On peut se sentir deux parfois aussi, lors de méditation, etc. On a l'impression d'être deux, des fois. Oui. Alors, lors de certaines expériences même plus encore avancées, l'impression, on peut devenir l'autre et l'autre peut devenir nous. Oui, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'en même temps, on est conscient de ça qui est marrant. On peut changer d'ego, on peut changer de corps, mais il reste une trace que c'est ce je, moi, enfin, cette différenciation de la source particulière qui fait toutes ces expériences. Si un jour, normalement, dans les mystiques disent on est censé refondre, revenir de la source, là il n'y aura plus de je, il n'y aura plus qu'une grande conscience. Mais les gens ne sont pas là pour le raconter, sauf dans certaines expériences très mystiques, mais ils reviennent quand même au je différencié. Tout à fait. Donc même dans certaines expériences dans lesquelles tu deviens quelqu'un d'autre, tu as conscience que c'est toi qui est en train de devenir quelqu'un d'autre. C'est marrant, même si tu prends sa personnalité, ses traits, et que tu es à l'intérieur de son corps, il y a quelque chose en toi qui sait que c'est comme toi, même si tu es lui. Enfin, c'est spécial, c'est paradoxal de dire ça. Oui, tout à fait. Mais il y a une sorte de subtil, noyau inaltérable de c'est moi qui fais cette expérience. J'ai la conscience. C'est l'observateur qui sait que c'est lui qui fait l'expérience. Voilà, tout à fait. Donc, mais ça, on parle de la conscience individuelle, mais la grande conscience avancée, la grande mer, la grande soupe quantique qui baigne l'univers et qui est une grande conscience en action, et qui différencie des rayons de conscience qui eux vivent pour eux à un certain temps, etc. Ça, cette grande conscience-là, c'est plutôt, on pourrait définir comme vraiment un océan d'ondes quantiques, une soupe, on avait la vide plein, c'est-à-dire une sorte de vacuum, mais doué d'informations.
apparemment il n'y a rien, mais en fait il y a plein de choses. Tout à fait. Et il peut se manifester sous forme tangible ou bien rester à l'état invisible et intangible et continuer son activité. C'est le moteur qui est sous le monde, quoi. Sous la fabrique du monde, c'est-à-dire le vrombissement qui est sous-jacent aux choses extérieures, le vrai ordre qui crée, ou qui est pré-créé ou qui préforme ce qu'on va plus tard voir dans la réalité extérieure, le rêve, avant la réalité, enfin le rêve qui est plus une réalité d'ailleurs que notre réalité, bref. Donc cette conscience qui sous-tend le monde, avec un grand C là, ça c'est encore une autre définition de la conscience. D'accord. Bah justement, dans un passage de ton livre, tu cites « La physique quantique montre que tout ce qui se passe dans l'univers influe sur tout ce qui se passe dans n'importe quel endroit de l'univers. » Oui, et inversement. Et inversement. Alors donc, en fait, l'univers serait comme une grande toile d'araignée, hein, un grand réseau de communication. Voilà, où tout est lié par des fils. Ouais, pardon. C'est aussi un hologramme, c'est-à-dire chaque partie contient l'ensemble de l'univers. Ben ça, c'est formidable. Notre conscience a accès à ce réseau. Alors elle a accès. Et communique. Erwin Laszlo a parlé justement des annales ou akashiques. Oui. Qui est justement cette grande bibliothèque d'informations universelle et intemporelle, où tout est enregistré, tout est mémorisé, et chacun peut piocher. Le père Cyril parle de résonance morphique. C'est-à-dire que chaque espèce a sa mémoire, et quand il y a une espèce qui fait un progrès, à l'autre bout du monde, une espèce qui n'a pas fait l'apprentissage, sait plus vite, ou sait déjà des choses que d'autres membres de son espèce racontent, comme s'il y avait un transfert par le biais de cette mémoire akashique, enfin ces années akashiques, sur l'espèce. Ça ouvre des horizons oui, bien sûr. Donc, moi j'avais envie qu'on parle un petit peu aussi de la synchronicité. Oui. Donc, toujours dans psychothérapie et chamanisme, donc tu écris la synchronicité et alors bon, on passe dans un autre domaine là, et la carte de visite des esprits, selon Schwartz, ce qui voudrait dire que nous sommes guidés, aidés par les esprits. Donc là, on revient un peu dans le monde des esprits. C'est-à-dire que celui qui est connecté à l'ordre sous-jacent au monde, au rêve qui sous-tend le monde, Arnold Mindell dirait à la force du silence qui soutient le monde, c'est au monde des essences, avant le rêve. C'est vraiment l'onde pilote quantique, dirait Bohm. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, qu'est-ce que l'univers a comme dessin, qu'est-ce que ces champs intelligents qui sont différenciés de la matrice unitaire de départ ont comme rôle, comme mission, et qu'est-ce qu'ils sont en train de concocter pour nous, puis qu'on va vivre dans un premier temps sous forme de rêve, puis ensuite sous forme concrète. Donc si on regarde là, la question c'était la question, il n'y avait pas de question, je te demandais, je citais, il n'y avait pas de question précise. En fait, ma question allait venir après, plutôt. Pourquoi j'ai parlé de ces choses-là avant? Parce que Schwartz disait que la synchronicité était la carte de visite des esprits. Oui, voilà. Donc à partir du moment où on est connecté, sur ce qui se passe, avant la réalité matérielle ordinaire, eh bien on est relié à ce qui est essentiel. Et quand tu poses une question, quand tu as une intention, ce qui est essentiel te répond. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, tu es dans une intention particulière, une présence particulière en toi, que tu es en train de faire une expérience intérieure, le monde extérieur va t'amener un phénomène qui va être en rapport, en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment des choses que tout le monde vit. C'est lié à la connexion. Comme tout est connecté, si quelque chose se passe en moi, quelque chose va se passer à l'extérieur. Et si je sais m'ouvrir à ça, si je sais le repérer, je vais le remarquer. À la limite, tout est synchronicité. C'est-à-dire que puisque tout est relié, que tout est intelligent et un sens, ta présence de ton mari, cette mouche qui vole, le bruit qu'on va entendre, et synchronicité, la présence de ma fille, c'est justement, on parle de synchronicité, ce qu'il y a de plus cher à mon cœur apparaît. Tout à fait. Donc tout est synchronicité. Mais on ne sait pas le lire, ou on ne sait pas le voir, on ne veut pas l'entendre, ou on pense que c'est un hasard, ou on n'a pas remarqué parce qu'on est déjà branché sur des pensées bien de l'ego, quoi. Et oui, tout à fait, toute synchronicité. Donc, les esprits auraient donc une vraie influence sur notre vie, en fait. Ils ont une influence si on les invite. Là, on rejoint le chamanisme aussi. Si on les invite, si on les sollicite, si on entretient des liens réguliers avec eux, parce qu'ils ne vont pas se mêler de la vie des gens
comme ça, c'est pas des esprits possessifs. Hein, Oui. on parle dans survie des esprits alliés ou Oui, mais esprits bienveillants. Donc, de bienveillance. c'est comme quelqu'un dans la rue, si tu lui parles jamais, si tu l'invites jamais, puis bah, il va pas devenir ton ami. Donc tu vas jamais entendre parler de lui, quoi. Tout à fait. C'est rare que les gens se précipitent sur toi, que tu ne connais pas. Je veux être ton ami, viens, dis-moi ce dont tu as besoin, c'est très rare, quoi. Il faut s'en méfier. Ah bon, en général, d'ailleurs, vous dire autant ça va, merci, il faut la maison. Exact. Et donc en fait, je voudrais revenir un petit peu sur Gary Schwartz, Oui. parce que c'est quelqu'un, entre autres, Fondamental, oui. de très intéressant. Parce que lui a montré en laboratoire oui, voilà. l'existence Oui. d'esprits qui peuvent et qui veulent aider l'humanité. Oui, et voilà. qui peuvent se manifester grâce à des dispositifs très ingénieux qu'il a mis au point, notamment ce qu'il voilà. appelle un soul Très phone, inventif. Voilà, un téléphone je de voulais l'âme. t'en parler, Il y a une caméra qui détecte l'émission de photons, et donc elle peut demander aux esprits modifier cette émission de photons dans un sens ou dans l'autre, et les esprits le font. Oui. Et ils modifient la structure, la complexité des rayonnements électromagnétiques et le type de rayonnement. Pour certains, c'est des gamma, d'autres, c'est des rayons cosmiques, etc. Et selon les esprits, il a remarqué une différence entre les esprits des défunts, les âmes défunts, les esprits un peu supérieurs, genre les anges, et le grand esprit, God, parce que là, il a travaillé aussi là-dessus, le Guiding, Organizing, Designing process, c'est-à-dire un processus à l'intérieur de l'univers qui guide, organise et crée. Et il montre que la théorie selon laquelle l'univers est créé par le hasard, par des mutations aléatoires et une sélection naturelle est fausse. Alors certainement, la sélection et les mutations jouent un peu, mais elles jouent dans le sens d'un processus qui est déjà dirigé avec un but. Effectivement, la réponse du milieu va modifier un peu, c'est une co-création. C'est une co-création, c'est une boucle de feedback, mais c'est pas... C'est-à-dire dans le sens là, à la fois les créationnistes et les évolutionnistes ont raison. Les créationnistes, parce qu'il y a bel et bien quelque chose qui est nécessaire pour expliquer l'ordre et l'intelligence du monde, on ne peut pas l'expliquer, ça c'est clair, par du simple hasard, c'est pas possible. D'ailleurs le hasard et l'aléatoire n'existent pas parce que tout est lié dans un système. Donc tu n'as rien de vraiment complètement indépendant qui pourrait être aléatoire. Et d'une, donc ça ils ont tort les évolutionnistes, et les créationnistes qui disent tout est créé dès le départ et rien ne peut être modifié, ils ont tort parce qu'évidemment il y a une évolution, mais c'est une évolution intelligente et qui a un sens. Donc Gary Schwartz le montre très bien dans son livre qui s'appelle justement The God Process ou The God Experiments. The God Experiments, c'est l'expérience sur Dieu, parce qu'il invoque cet esprit et il montre qu'il intervient. Et de même, il le fait avec des petits esprits, c'est-à-dire pas Dieu, enfin pas God, mais soit ce qu'on pourrait appeler les âmes des défunts, ou des anges, ou des esprits alliés, c'est la chamanique, et il montre qu'ils répondent, et d'une manière très originale, quoi. Oui, tout à fait. Et Schwartz a été aussi un des précurseurs, parce qu'après il y a eu Julie Bechel au Windbridge Institute qui l'a repris, mais c'est un des précurseurs pour montrer qu'on pouvait par des médiums trier sur le volet, en éliminant toutes les causes de tricherie ou d'erreur, interroger l'esprit de défunt pour des personnes qui en font la demande, et avoir des informations qui ne pouvaient s'expliquer que par le fait qu'on avait accès à la conscience des défunt. Ils éliminent toutes les autres tricheries ou même les capacités parapsychologiques, télépathie, ils ont éliminé tout ça et ça peut être que la présence du défunt. Donc à nouveau, Gary Schwartz avait lancé le premier ses recherches, où là, ça ne peut pas être lié au hasard, ça ne peut pas être lié à autre chose qu'à une communication de avec un P en statistique inférieur à 0,0000, là tu peux avoir une dizaine de 0 et 1, alors qu'en sciences dures, il suffit que P soit inférieur à 0,05 pour qu'on dise c'est bon, on a plus ou moins prouvé. Là, tu avais une chance sur 1 milliard que le résultat soit lié au hasard, quoi. Ou à autre chose qu'à l'existence ou l'intervention d'esprit, de défunt. Donc Gary Schwartz c'est vraiment un très grand précurseur qui a vraiment rapproché la science de la spiritualité. Tout à fait. Et il n'est pas connu en France, malheureusement, Gary Schwartz, parce que même ses livres ne sont pas encore traduits. Ils ne sont pas traduits, je pense donc au travail qu'il a fait sur les défunts, The God Experiments, et puis The Soul Revisited, non, The Soul... je ne me rappelle plus comment c'est le nom, mais c'est The Soul, l'âme, quelque chose comme ça. Oui, c'est regrettable. Hein, que... Oui. Et c'est quelque chose qui arrivera, forcément. Oui. Donc là, j'ai un peu sauté du coq à l'âne, hein, je surfe un peu comme ça. Donc là, je voulais maintenant parler des états modifiés de conscience. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'est un état modifié de conscience? On va dire... Quels sont les outils pour y accéder aussi? En ce moment, par exemple, on est dans un état modifié de conscience, tout de suite. La conscience est toujours dans un état modifié. D'accord. Parce que si tu n'es plus dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire que tu n'es plus que conscience, c'est ce qu'on appelle l'éveil spirituel. C'est-à-dire que tu es illuminé.
Tu es conscient avec un sympa grand aussi. avancé à 360 degrés, et Ouais. sans à aucun moment troublé par ton ego ou par. Donc on est toujours dans un état modifié de On est conscience. toujours dans un état modifié de conscience. Alors moi je m'intéresse aux états élargis ou éclaircis de conscience. Ah, tu préfères, d'accord. Eh ben oui. C'est pas la même chose. Ben non, parce que C'est c'est des états où la conscience a plus de possibilités, plus de d'accord. capacités, c'est-à-dire qu'elle se rapproche un peu de son état originel. Oui, Voilà. C'est bien les occidentaux qui appellent état modifié de conscience, voire état altéré de conscience, comme si c'était moins bien. Tu ah sais. oui, tout à fait. Alors que. D'accord. Oui, oui, il y a une subtilité, Ah ben, mais bien sûr. tout à Bah, fait. c'est comme les substances Oui. psychédéliques. Moi, j'ai écrit un livre Oui. qui s'appelait la médecine Voilà, oui, psychédélique. oui, ça, j'aurais voulu que tu nous en parles. Où Oui, justement, oui d'ailleurs. alors je prône pas l'utilisation de psychédéliques en France puisque c'est illégal, donc évidemment. Mais je montre qu'il y a plein de recherches Oui. internationales qui montrent que les psychédéliques sont d'excellents médicaments. Oui. Et psychédélique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il éclaircit la conscience. Oui. Ce sont des élargisseurs de conscience. Oui. Et c'est ça qui est incroyable. L'Occident les a mis dans les stupéfiants. Stupéfiant, ça veut dire quelque chose qui rétrécit la conscience. Alors que c'est l'inverse. Ouais. Moi, j'appelle stupéfiant, c'est-à-dire ce qui rétrécit la conscience, ce qui la diminue, qui en diminue les capacités ou qui la enferme dans des schémas répétitifs. J'appelle ça, alors là, ce sont les stupéfiants, l'alcool, la cocaïne, les amphétamines, l'héroïne. Mais le reste, c'est-à-dire LSD, Boga, ayahuasca, cactus, psilocybine, champignons, kétamine, MDMA, ecstasy, enfin, tout ce que tu veux. LSD, j'ai déjà dit, peut-être oui. Toutes ces substances ont élargi la conscience et augmentent ses possibilités de pour guérir. C'est vraiment des aides. C'est des aides pour la guérison. pour la guérison. Oui. Mais alors, Oui. malheureusement, il y a des tas de mythologies fausses et de tabous. Bah oui. Et les hommes politiques, les médias en font leur chou gras pour faire peur aux gens, etc. Il faut de la contre-information, de la désinformation. Dans ce livre-là, il y a toute l'information nécessaire pour savoir que ça pourrait, et ça l'est déjà, Oui. être utilisé dans des services de soins, avec des protocoles Bien précis, spécifique. bien accompagnés par des médecins formés, Voilà, tout à et que fait. ça a des résultats sur des pathologies mentales ou physiques résistants au traitement conventionnel. Et ça a des résultats en 1 ou 2 séances seulement. Alors que les traitements conventionnels, il faut les prendre pendant des mois, voire des années, ce qui arrange bien les laboratoires, et ça arrange bien les laboratoires qu'il y ait un interdit sur le psychédélique, parce que ça ne coûterait rien à faire, ça serait hors brevet, donc ça leur rapporterait rien, et ça ne serait pas pendant des années qu'il faut les prendre. Donc ça serait vraiment la mort des laboratoires, quelque part. Donc il y a des lobbies qui font pression, et les hommes politiques qui sont censés tout savoir sur tout, en fait, savent rien sur pas grand-chose. Et là-dessus, ils se basent sur des non-connaissances, c'est-à-dire sur des oui-dire, sur des sensationnalistes du journalisme, donc là c'est dangereux. Et que, comme ils sont très clientélistes, il ne faut pas déranger les familles ont peur de ça, donc on va dire que c'est très mal, ils n'en savent rien, ils ne connaissent rien, et ils nous gouvernent. Donc tant que ça sera le cas, la médecine contenue dans ces substances ne sera pas exploitée pour le grand dam de l'humanité. Voilà. Mais attention, je ne dis pas aux gens d'en prendre en France parce que c'est légal. Je dis dans les pays où ça peut être expérimenté, l'ayahuasca au Pérou ou l'iboga en Afrique, au Gabon ou d'autres substances ailleurs, pourquoi pas. Donc moi j'avais envie de te parler aussi, ça tu n'en as pas parlé, la DMT, la molécule de l'esprit. Oui, donc, c'est Rick Strassman qui a repris des travaux dans la fin des années 90. Oui, ça c'est super intéressant. La DMT, on l'a en endogène dans nos glandes pinéales. Voilà, tu peux nous en parler. On l'a il y a dans l'ayahuasca. Et oui, c'est une substance, mais parmi tant d'autres qui sont endogènes, parce qu'à mon avis, tous les psychiques, ils doivent être endogènes. Un jour, on trouvera qu'ils font partie du cerveau et que... Voilà. Et la DMT, oui, c'est une des clés qui ouvre la conscience et qui permet d'accéder à d'autres mondes. Mais par contre, c'est pas forcément... Ça, c'est marrant parce que c'est un des plus puissants psychiques, mais parfois, c'est pas forcément celui le plus intéressant pour soigner. Non. Parce qu'il te met dans des mondes complètement parallèles qui existent, qui ont leur autonomie et tout, mais tu es tellement étranger dans ces mondes que qu'est-ce que tu vas y faire, quoi. Ah oui. Alors que d'autres substances comme le LSD, la kétamine et tout, t'ouvrent sur ton âme, sur tes esprits alliés, ou sur la conscience de chaque chose, et te donnent des clés. C'est une sorte de super méditation, d'expérience spirituelle qui te donne des clés pour ta vie et pour la vie en général. Alors que ça, la DMT, c'est tellement fort, ça te propulse tellement dans d'autres choses que tu ne saurais pas comment faire, tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais il est spécifié qu'elle pourrait la glande pinéale pourrait produire naturellement dans le cerveau
des quantités Oui, oui. de psychédéliques, de DMT, à des moments précis de notre Oui, vie, la lors des rêves, dans lors le des fait expériences de mort imminente, lors de la naissance. à la naissance, à Voilà, la mort, voilà. etc. Oui, parce que ça ouvre C'est la étonnant, conscience. ça. Oui. Mais c'est-à-dire que le cerveau, comme c'est un récepteur, tu sais, quand je te prenais l'idée du poste de télévision qui reçoit les ondes, Oui. quand le cerveau tombe en panne, quand il meurt, c'est comme le poste de télé, il est cassé, mais c'est pas pour autant que les programmes s'arrêtent. D'abord, tu ne peux plus les recevoir sur cette terre, quoi. Donc il y a forcément des chaînes qui sont destinées à recevoir des émissions précises. Oui. Donc pour qu'il y ait des chaînes, il faut qu'il y ait des neurones et des neurotransmetteurs et des substances pour que le cerveau puisse recevoir ça. Donc l'endohuasca, l'ayahuasca endogène, parce que c'est pas seulement la DMT, c'est même les différents principes de l'ayahuasca qu'on peut retrouver dans le cerveau. Ah, oui. Donc il y a une endohuasca, une sorte d'ayahuasca endogène, donc notamment une endo-DMT. Ça sert juste parce que le cerveau a besoin de se connecter à certains états de conscience lorsqu'ils sont importants, lors du passage de la vie à la mort, du ventre de la mère à la naissance, certains rêves, certaines expériences orgasmiques ou spirituelles de haut niveau, etc. La DMT est utile, mais c'est pas elle qui crée ces réalités. Elle ouvre les portes qui te permettent de les percevoir. C'est pas des hallucinations liées à une substance, c'est des révélations. Oui. Parce que tes yeux intérieurs, ton troisième œil, on va dire, s'ouvrent, ta glande pinéale s'ouvre. Et tu vois des choses que, voilà, qui sont vraiment réelles, autologiquement réelles et indépendantes de toi, mais que tu ne perçois pas parce que ton brouilleur Canal+, pour voir qu'une chaîne, ou pour pas voir la chaîne Canal+, c'est autre chose, fait que, parce que c'est pas gratuit sinon, fait que tu peux pas percevoir ça si tu n'es pas dans un état de conscience particulier ou dans lequel s'associent certaines substances du cerveau endogènes. Mais voilà. Ok. Donc, dans les états élargis de conscience, oui, ou éclaircis de conscience. Voilà. Y a-t-il d'autres outils d'exploration de la conscience que tu n'as pas encore investigués et que tu souhaiterais investiguer dans tous les outils dont on a parlé? Bon, il ne doit pas y en avoir beaucoup parce qu'il y a des pratiques psychocorporelles qui peuvent ouvrir à ça. Bon, ça, j'ai commencé à m'y former ces dernières années. Le chamanisme, le chant, la danse, le tambour, le jeûne, l'isolation sensorielle. Bon, si, des choses que je n'ai pas faites, c'est la souffrance, se flageller pendant des jours et des jours. Ça. Vous savez, comme la cérémonie du soleil des Indiens, où ils se percent la peau et puis ils tournent autour d'un poteau en plein soleil. Bon, ils se suspendent ça. Bon, bah, ça, la douleur peut créer un état modifié de conscience. Enfin, ça, j'ai jamais essayé. Je ne pense pas que j'essaierai. Il y a les psychédéliques, il y a. Il faut avoir la culture. Il y a le tambour, j'ai déjà dit. Il y a le yoga, il y a le qigong, enfin tous les. D'accord. Oui, j'ai essayé. La méditation, certainement l'absorption dans la prière. Enfin, il y a un certain nombre de techniques, mais ouais, j'ai exploré la plupart. Hein, enfin, D'accord. Mais après, c'est à chacun de trouver sa voie. Oui. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais, après, il faut trouver son chemin. Oui. Il y a des gens qui sont plus sensibles à telle approche et plus à d'autres. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous confier une expérience extraordinaire que tu as vécue, d'une façon volontaire ou involontaire, parce que je crois que tu as vécu quand même des expériences oui, bien sûr. incroyables. Oui, j'en ai vécu plusieurs. Après, mais c'est banal, dans le sens où tous les gens qui font ce genre de recherche mais en l'occurrence, là, il s'agit de toi. Oui, finissent par vivre des expériences extraordinaires. Bah, là, je vois ma petite fille qui est là. Qui observe, oui. Elle est née grâce à une expérience extraordinaire, parce que jusque-là, j'avais 3 enfants assez âgés, donc je ne voulais pas en faire d'autres. Et quand j'étais au Pérou, j'avais fait de l'ayahuasca. C'est tout un processus, parce que tu fais des jeûnes dans la jungle, tu prends des plantes maîtresses pour te purger, dans tous les sens. Tu fais plusieurs séances d'ayahuasca séparées d'un isolement dans la forêt, etc. Bref. Et au cours de la dernière séance, de celle où tu étais le plus préparé, j'ai vu que j'étais accompagné d'une petite fille qui chamanisait avec moi dans la forêt. Et son nom est venu comme ça, Milona. Enfin, j'ai pas à réfléchir, c'est venu, quoi. Ouais. Et 10 mois après, parce qu'il y a un mois d'abstinence sexuelle après donc 10 mois après, elle naissait, quoi. Ouais. Et elle était vraiment annoncée par les esprits. Et au cours de cette séance-là, j'ai vu des choses qui s'étaient passées dans le passé, que je connaissais pas et qu'on m'a confirmé. J'ai vu quelque chose qui était en train de se passer. C'est-à-dire j'étais le seul à recevoir de l'eau et être frigorifié, et au même moment, je ne sais pas à combien de milliers de kilomètres de là, mon bureau était inondé, il y avait une fuite d'eau, au même moment, quoi. Alors que personne n'avait reçu d'eau dans la Maloca. C'était vraiment. J'ai vu aussi les esprits, comment ils agissaient, et j'ai vu comment les chamans, avec leur chant, repoussaient certains esprits néfastes.
Enfin, j'ai vu plein de choses lors de la même séance. Et là, voilà, j'ai vu que c'était pas du blabla, quoi, tout ça, quoi. C'était des réalités vraiment en dehors de nous, quoi. Ou avec un ami qui est mort par suicide, mais avant qu'il soit hospitalisé pour justement sa dépression, je lui ai fait voir des documentaires, notamment sur l'expérience de mort imminente, et je lui ai dit en rigolant, le premier de nous deux qui meurt, il fait signe à l'autre. Et malheureusement, il s'est suicidé, et évidemment, je ne savais pas qu'il était en train de se suicider, parce qu'il était dans une clinique, donc normalement, il était protégé, mais en fait, il avait demandé une permission, il avait pris des médicaments, et il s'était suicidé dans une chambre d'hôtel, donc il n'avait pas rien faire. Et au moment même où il est mort, parce que j'ai noté l'heure tellement ça me surpris, c'était en pleine nuit, c'est-à-dire 5 h du matin, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais en train de sortir de mon corps. J'ai une félicité incroyable, j'ai dit, oh, je viens de sortir du corps, c'est incroyable, ça y est, j'ai réussi. Je savais que c'était possible, là, j'étais vraiment dans la lumière, quoi, et tout. Et je me réveille de ça, et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais fait ce genre de choses, c'était puissant, c'était incroyable. Et ben, c'était mon copain qui était en train de faire ça, lui. Parce que ce que je vivais, c'était une sortie hors du corps avec la montée dans la lumière, etc., qui est typique des expériences de mort imminente. C'est ce qu'on appelle une NDE partagée. Non, c'est-à-dire qu'il m'a fait partager ce qu'il était en train de vivre. Il t'a fait partager ce qu'il est. Et ça, c'est connu. Après, j'ai vu qu'il y avait des livres là-dessus, notamment Moody qui avait sur les NDE, que les gens vivent, les proches, quand ils vivent, quand ils sont proches de quelqu'un de mourant, qui est en train de lui de faire une expérience de mort imminente, ils vivent la même chose, ils sentent le tunnel, ils voient la lumière, ils l'accompagnent, ils voient la revue de vie même du mourant en train de se faire. C'est incroyable. C'est formidable. Une NDE partagée. Voilà, donc ça c'est un exemple. Après, il y a des synchronicités incroyables qui me sont arrivées. Enfin, la vie, elle est extraordinaire. Voilà, puis après, quand tu fais des expériences chamaniques, ou avec ou sans aide autre, bah, tu peux en faire. Et t'as bien fait une NDA? Ah oui, alors oui, c'est ça. Alors il m'était arrivé à un début de NDE parce que justement, j'étais dans une situation où on appelle ça une fear death experience, une expérience de peur de la mort. C'est pas de la peur d'ailleurs, c'est une expérience où tu crois que tu vas mourir. C'était bon, c'est la Réunion, j'étais en train de baigner dans un endroit qui n'est pas une plage pour touristes, donc et il y avait une fille qui se baignait avec moi et qui commençait à prendre des rouleaux, parce que les rouleaux arrivaient du large, tu recevais sur la tête et tu te plongeais sous l'eau et tu réémergeais, etc. Elle ne savait pas qu'il fallait simplement se laisser faire. Tu réémerges, tu respires, et petit à petit, le système de rouleau t'amène au large où là, c'est bon. Plus ça. Donc elle luttait contre, donc elle s'étouffait, elle prenait l'eau, et moi je ne pouvais pas la laisser crever en me disant, non, tant pis. Donc forcément je suis allé l'aider, donc en l'aidant, je m'épuisais, à un moment j'ai plus de souffle, je commençais à prendre l'eau, et là j'ai dit c'est fini, j'étais sûr que c'était fini. C'est-à-dire qu'il y a un moment tu te dis, oh c'est fou, c'est maintenant que je meurs, j'aurais jamais cru que c'était maintenant, et dans cette circonstance-là, et là tu lâches. C'est-à-dire qu'il y a un truc marrant, j'ai toujours eu peur de mourir noyé, c'est marrant, alors avant, mais là j'ai compris que le jour où tu sais que tu vas mourir, tu rentres dans une sérénité, c'est-à-dire que je n'avais plus peur. C'est-à-dire que j'étais... c'est fou, j'ai revu ma famille, mes enfants, je me suis dit, ils vont faire sans moi et tout. Et j'ai commencé à être dans la paix, dans l'acceptation, lâcher prise. Tu sais, c'est incroyable, quoi. J'étais sorti de moi, quoi. J'étais plus dans l'eau, je sentais plus l'eau, je sentais plus rien. Et bon, je me réveille. J'étais là, t'es en train de mourir, tu es tout en dehors, c'est fou. Là, l'instinct de parce que tu es sûr, survie, tu sais qu'il n'y a plus de solution. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que tu sais que voilà, tu arrives au bout de tes capacités pulmonaires, tu es en train de couler. L'eau, tu ne peux pas la sauver, d'ailleurs elle est en train de couler aussi. Et à ce moment-là, il y a un surfeur qui arrive avec sa planche et il vous monter dessus. Au moment inespéré, c'est-à-dire que c'était pas possible. C'est comme un ange gardien, quoi, ce surfeur. C'est-à-dire il t'offre la planche de salut là où il n'y a plus de solution. Et en même temps, tu as été guéri. De ta peur de l'eau. Oui, d'être noyé, oui, tout à fait. Oui. Voilà, tu as été au bout de quelque chose. Je t'aperçois que ça ne va pas être catastrophique, quoi. Donc, tu as vraiment vécu des choses importantes dans ta vie qui t'ont certainement aussi motivé puis au départ, dans ton évolution. La première chose qui m'avait motivé, en fait, c'est quand je m'étais formé à l'hypnose, alors que je n'étais pas du tout dans ce courant spirituel, je n'étais pas du tout dans une recherche. J'étais vraiment là. Et ben, au moment de la formation à l'hypnose, j'ai eu un contact avec une sorte d'ange, quoi.
Et je dis, c'est quoi ce truc-là? Parce que vraiment, ça venait, je ne m'y attendais pas. Donc c'est là que tout a commencé, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser en lisant les livres de Pierre Jovanovic sur l'existence des gens gardiens, qui était un journaliste scientifique qui faisait une enquête. C'est vrai que c'est assez intéressant, interpellant. Du coup, je me suis mis à lire Groff. Groff, j'ai vu qu'il y avait certaines substances qui permettaient et puis donc voilà. Hein. Et puis, dans les pays où c'est autorisé, bien sûr. Et puis à partir de là, tout s'est enclenché. Tout s'est enclenché. Tu as suivi ton chemin. Voilà, j'ai encore une question. Encore une question, voilà, d'accord. Toujours dans ton ouvrage Expérience extraordinaire autour de la mort, tu dis il y a une conscience quantique indépendante du temps et de l'espace, oui. on va pas revenir dessus, point scientifique établi. Si en plus nous prouvions via les OB, donc qui sont des expériences hors du corps, oui. OBE, ça veut dire Out of Body Experience. Voilà, sortir du corps. Voilà, sortie hors du corps, expérience hors du corps, que cette conscience peut sortir du corps d'une personne vivante, donc consciente en fait, hein. Cela achèverait de montrer que la conscience est complètement indépendante du corps. Tu connais Robert Monroe? Oui, bien sûr. Voilà, l'Institut, voilà, donc qui est quand même précurseur. Oui, qui enseigne les sortir du corps. Qui a enseigné, qui est précurseur de l'expérience, justement de l'expérience hors du corps. Et puis il y a Charles Tart aussi qui a publié là-dessus aussi. Voilà, donc eux, ils ont réussi à démontrer, par vraiment des preuves tangibles, que c'était possible, quoi. Enfin, oui, mais certainement, de toute façon, tout a été déjà prouvé. Oui. Le problème, c'est que les sceptiques ou les matérialistes ne veulent pas les regarder. Mais non, ça sert à rien. S'ils n'acceptent pas, il y a beaucoup de gens qui disent ça maintenant. Oui. Si les matérialistes n'acceptent pas les preuves telles qu'elles sont maintenant, ça ne sert à rien d'en fournir d'autres. Parce qu'on pourra en fournir 100, 200, 300, 400, c'est pas suffisant. Je veux dire, quand tu demandes à quelqu'un, quand quelqu'un te demande est-ce que tu m'aimes, si tu lui dis non, ça sert à rien de lui demander 10 fois est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu aimes, il va toujours te dire non, même si tu l'auras plus. D'ailleurs, plus tu vas lui demander, plus il va te dire non. Donc, les matérialistes n'aiment pas ce modèle pourtant prouvé. Ils ne l'aiment pas, donc ils ne veulent pas en entendre parler. Donc même si l'autre lui dit je t'aime, tu sais, je préfère ton bonheur, non. D'accord. Il y a quelque chose qui m'interpelle souvent, tu as une petite phrase que j'aime beaucoup, qui vont interpeller plein de gens. Tu dis, pour moi la mort c'est back to home, donc le retour à la maison. Ah bah oui. Et ça c'est... oui, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de naître que de mourir. La naissance, c'est vraiment une souffrance. C'est une souffrance. C'est quelque chose de lumineux, de dilaté et en connexion qui rentre dans un moule beaucoup plus restreint, conditionné, et qui va être dépendant de plein de choses, et des souffrances du corps, etc. Donc la naissance, c'est vraiment un rétrécissement, et la mort, c'est l'ouverture. C'est une ouverture. La conscience retrouve ses capacités et ses connexions. C'est ce que l'avait dit Pamela Reynolds, elle avait dit, il est plus facile de mourir que de vivre. Ah bah oui. On est d'accord. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut mourir prématurément ou ne pas aimer la vie sur Terre, parce que la vie sur Terre est indispensable, parce que c'est un lieu d'enseignement qui vraiment est très intéressant pour la conscience. Qui force la conscience à aller dans ses retranchements, à améliorer certaines choses, qui force à perfectionner l'amour, qui est beaucoup plus difficile dans la réalité ici que quand tu es dans la lumière et tout, c'est facile d'aimer. Donc il force à perfectionner l'amour, et qui est aussi à des plaisirs qui se trouvent nulle part ailleurs. Il paraît que même les anges nous envient, parce que sur Terre, tu as certains plaisirs que tu peux retrouver sur aucun autre plan. D'accord. Dans la matière. Dans la matière, des plaisirs de la matière que tu il n'y a que là. Il nous envie. Alors ça c'est une première pour moi. Donc ça vaut le coup de les vivre, quoi. Il faut les vivre, d'accord. Donc allez. Donc on va terminer, mais avant, alors j'avais fait une série de questions qui fâchent, mais là le temps passe vite. Oui. Donc j'avais envie de te... Une question qui fâche, oui, parce que une question qui fâche. Oui, mais bon, c'était par rapport à la médecine, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Entre autres, tu connais mon intérêt pour le phénomène omni, comme on dit, et le monde extraterrestre. Et donc j'ai une question à ce sujet, j'aimerais bien que tu puisses y répondre. Tu dis dans ton ouvrage Psychothérapie et chamanisme, sommes-nous, tu te poses la question, sommes-nous les seuls êtres doués de conscience dans l'univers?
Et ce qui revient à la question, sommes-nous les seuls êtres amenés à devenir des esprits, donc des âmes, dans l'univers? Et tu réponds très logiquement non. Donc ce qui tendrait à dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Les scientifiques les plus avancés disent que les cosmologistes, non pas les cosmologistes, les scientifiques du cosmos, enfin, disent que en tout état de cause, des civilisations douées d'intelligence et de conscience technologiquement supérieures à nous, en logique scientifique, il devrait y en avoir, alors ils disent entre 10 000 et 1 million, c'est encore flou, mais entre 10 000 et 1 million dans tout l'univers. Donc ça fait beaucoup. Par contre, dans notre proche voisinage, c'est-à-dire à 100 années-lumière, ce qui est proche, c'était une technologie pour voyager plus que la lumière, ça peut aller vite, il y aurait au moins, alors ils disent entre 8 et 20 civilisations supérieures à la nôtre, donc douées armées d'une technologie supérieure à la nôtre. Alors si on prend l'ensemble de la galaxie sur le temps, là, ils disent c'est entre 10 000 et 100 millions, en gros, voire même plus. Si, bon. Donc on n'est pas seul dans l'univers. C'est rassurant. Ah oui, on n'est pas seul dans l'univers. Et alors justement, ce qui est intéressant, c'est que pour que ces civilisations, certaines qui ont 1 milliard d'années d'avance sur la Terre, parce qu'ils ont, selon les études des cosmos, je ne sais pas comment on appelle ça, des astrophysiciens, cosmologues, voilà, bon. Là, il y a des planètes potentiellement qui ont pu se créer 1 milliard d'années avant la Terre. Donc ça veut dire que tu as des civilisations qui ont 1 milliard d'années de plus d'expérience que nous. Soit elles sont mortes, parce que si elles ont fait comme nous, elles sont éteintes. Donc si elles ne sont pas mortes, c'est qu'elles ont des réponses à comment faire pour dépasser par la technologie, par la politique, et comment garder la possibilité de vie sur la planète. Donc elles seront vraiment intéressantes à contacter, et on n'a pas grand chose à craindre d'elles, parce que si elles ont réussi à survivre à la connerie, c'est qu'elles ne sont pas connes. Et donc elles ne vont pas venir nous chercher des ennuis, parce que c'est les cons qui viennent emmerder les autres. Oui, tout à fait. Peut-être plutôt une forme d'aide. Ah bah forcément, si elles sont capables de nous joindre et qu'elles ont une technologie supérieure à la nôtre, et qu'elles ont survécu à ça, c'est qu'elles sont bienveillantes. Parce que sans bienveillance, elles se seraient autodétruites. Voilà, tout à fait. Nous, la planète, elle a peut-être survécu par manque d'empathie, d'auto-bienveillance, de bienveillance et de compassion. On est complètement d'accord. Mais on y croit. Voilà. Donc un dernier, c'est super. Un coup d'œil sur la préface que tu as faite pour l'ouvrage La communication induite après la mort. Oui, voilà, ça s'appelle La communication induite, voilà, exactement, oui. Donc ça, voilà. C'est important. Voilà, qui est une méthode révolutionnaire, parce que c'est ça qui est fou avec cette méthode, l'EMDR. Il y a beaucoup de praticiens maintenant qui commencent à la pratiquer. A priori, tous les praticiens faisant l'EMDR sont capables de devenir canalisateurs pour leurs patients à travers le MDR, c'est-à-dire faire que les patients sous MDR sont capables de faire une communication avec leurs défunts. Et que cette communication va avoir une grande importance, un grand impact thérapeutique positif, et faire que les gens ils régleront les problèmes non résolus avec les défunts. Et c'est une technique qui est assez facile à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un doué. N'importe quel praticien MDR peut le faire, ou en tout cas l'expérimenter un certain nombre de fois. Et donc ça va être un truc incroyable, parce que ça va amener la spiritualité, c'est une sorte de cheval de Troie qui va amener la spiritualité là où on ne l'attendait pas. C'est-à-dire même des gens très matérialistes qui font de l'EMDR sur le protocole de Botkin vont se rendre compte que c'est scotchant, c'est vraiment passé quelque chose, c'est pas, le mec il n'a pas déliré, il n'a pas rêvé, il n'est pas en train de me jouer un truc mythomane, c'est vraiment quelque chose de spécial qui s'est passé, il a eu des informations qu'il n'aurait pas pu obtenir, ça peut dire que les défunts, lui il le sait. C'est-à-dire, ça me fait penser à Freud quand il disait en arrivant aux États-Unis, ils ne savent pas que je vais amener la peste avec la psychanalyse, c'est-à-dire que je vais amener la pulsion, etc. Et bien là, les matérialistes ne savent pas qu'avec ça, il y a vraiment quelque chose de grand qui va se passer, parce que les thérapeutes vont se réveiller, vont dire c'est incroyable ce qui se passe. C'est formidable. Donc c'est vraiment une méthode qui va révolutionner les choses. Oui, complètement. Okay. Donc c'est pour ça qu'on a insisté pour que moi et Roddenfeld, pour qu'elle soit traduite en français. Et grâce à un contact privilégié que j'ai avec Guy Trédaniel, j'ai téléphoné, il m'a dit ah d'accord. Et quelques mois après, il me demandait la préface, donc j'ai demandé à Frédéric aussi de faire avec moi, pour ce livre. Voilà. C'est formidable. On va s'arrêter là. Super, merci. Moi je te remercie chaleureusement pour de m'avoir donné de ton temps. D'accord. Et puis d'avoir éclairé notre lanterne un peu plus.
Et puis ben, on se dit peut-être à bientôt. Pourquoi Et pas. puis voilà, donc je te remercie à nouveau. Et puis porte-toi bien et puis Merci. portez-vous bien.